au-delà des petits soucis internes à toute œuvre humaine, à toute structure humaine, les FARDC ont droit à un soutien total des Congolais et des Congolaises. Je dis bien au-delà des soucis internes liés à la nature humaine. Pendant cette période, un soutien total dans la lutte contre les terrorismes, les terroristes et ceux qui massacrent les peuples et pillent les richesses du pays. Blanchard Bouloula, je vous reçois pour en parler. Bonjour. Bonjour Fabien Lombala. Vous êtes un prédicateur de la bonne nouvelle, juriste, mais c'est au-delà de ce juridisme, vous êtes un motivateur. Pourquoi ce soutien, pourquoi sommes-nous tous concernés par ce soutien? Vous savez, je vous remercie, je remercie Télé 50 pour l'œuvre de sensibilisation que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup par rapport à la qualité. Pourquoi ce soutien au FARDC? Vous savez, Fabien Lombala, la terre, c'est le premier héritage que nous avons quand nous venons à l'existence. Et la terre... Le premier héritage. Quand l'homme vient à l'existence. C'est le premier patrimoine. Et la terre, c'est tout ce dont nous avons de précieux. Et le Congo, pour nous, c'est comme une mère. Et une mère est sacrée, une mère, on la protège. Vous savez, quand on grandissait, quand on était enfant, il suffisait qu'un collègue de l'école parle mal de ta mère. Et c'était la bagarre totale. Et le Congo est meurtri dans sa partie est. Et nous ne devons pas être indifférents. Ici, nous avons une opportunité de nous retrouver autour d'un idéal. À chaque fois, M. Fabien Lombala, que les Congolais étaient réunis autour d'un idéal, le miracle congolais, le miracle de l'histoire était possible. Je vous donne les cas de Patrice Emery Lumumba, de Kassavogo, pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Qu'est-ce que représentaient ces jeunes gens? Lumumba, Kassavogo et les autres. Mais lorsqu'ils étaient réunis autour d'un idéal, le miracle congolais était possible. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, nous, cette génération, d'entrer grandement dans la porte de l'histoire. Pour que l'histoire et les nations du monde entier retiennent qu'un jour, une nation en plein cœur du continent africain était menacée par un destin tragique. Mais à cause de l'unité, à cause de la solidarité, ils ont mis un terme à ces velléités, à ces terrorismes, à ces crimes organisés. Alors, pendant cette période, je reviens à ce que vous avez dit en introduction, le premier héritage, c'est la terre. Est-ce que, comme la nation d'Israël, est-ce que nous avons pris conscience, nous tous, qu'à ce stade, notre héritage commun, c'est d'abord ce pays aux frontières héritées de la colonisation. On ne compte pas Pointe-Noire ou Cabinda. Nous, ce pays dans ses frontières hérité de la colonisation. Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce stade de la conscience collective? Elle n'a pas encore atteint sa maturité, mais c'est progressif. Voilà pourquoi nous devons en parler. Voilà pourquoi des voix doivent s'élever pour booster la conscience congolaise. Nous devons passer par un électrochoc pour nous réveiller et pour nous éveiller, parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre cet héritage commun. Il ne s'agit pas d'un camp contre un autre. Il s'agit ici de notre dénominateur commun. Ce qui nous unit tous, notre identité commune est en jeu. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Voilà pourquoi l'hymne national nous renseigne que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et quand nous disons que nous bâtirons un pays... Pour revenir, je ne vous interromps pas, nous bâtirons. Nous bâtissons, nous bâtirons. D'ailleurs, ça devait se conjuguer au présent. Nous bâtissons. Donc, tout doit se faire dans le sens de bâtir un pays plus beau qu'avant. Et cette génération... Qu'est-ce qu'on attend pour modifier un peu cette erreur? Je crois que... Pour contextualiser, nous, c'est toujours les futuristes. Nous, c'est
Voilà, c'est bien, la vie éternelle. Mais dans cette chair, sur cette cité terrestre, Dieu nous a placés ici, là. C'est pour aimer ce pays, le protéger et lui donner des valeurs à ce que Dieu a placé ici. Nous, c'est toujours le futur. Je crois que on ne peut pas corriger les législateurs est en train de nous suivre. Il est temps qu'on puisse actualiser et modifier parce que nous ne devons pas nous réfugier dans l'avenir. Nous devons agir dans le présent pour améliorer notre avenir. Je crois que le législateur est en train de nous suivre. Mais nous revenons au soutien au FARDC parce que le FARDC font partie de nos fils et de nos filles qui ont répondu à l'appel au drapeau et dans ces contextes de guerre, parce que le pays est en guerre et la guerre est toujours sale. La guerre, c'est tuer ou se faire tuer. Et nous avons un faisceau de solutions, un faisceau d'actions à émettre. Et entre autres, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a décrété l'état de siège parce que il y avait chaque jour une comptabilité macabre et le peuple en avait assez. Voilà pourquoi le président de la République a eu un bon réflexe de décréter un état de siège. Il a nommé des gouverneurs militaires assistés de leurs adjoints qui sont des policiers. Et nous, population, étant la première victime de ces atrocités, de ces crimes, de cette barbarie, nous devons être le premier service de renseignement. Parce que si ces forces négatives... Qui doit être le premier service de renseignement? C'est la population. La population doit comprendre que elle est la première victime de cette guerre. Elle est la première victime de ces commerces macabres. Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce stade? Parce que les services de renseignement sont présentés depuis des décennies dans ce pays comme étant... En fait, l'image des services de renseignement nous a été mal présentée. On a même cru que celui qui est dans les services de renseignement en faveur de son pays, les Caleb et les Josué, bon, eux, ce sont des gens à éviter, à indexer dans la société. Par rapport au rôle qu'on a fait jouer au service de renseignement dans ce pays. Depuis le temps de Mobutu, jusqu'à ce stade. Et vous dites qu'on devait, nous, peuple, jouer le rôle, le premier service de renseignement. Comment expliquer ça? Vous savez, un peuple sans service de renseignement sérieux, c'est un peuple aveugle. Il va se buter, il va tomber dans les gouffres. Et les services de renseignement, autrement dit, c'est les services d'intelligence. Parce que aucune armée ne peut opérer avec efficacité sans renseignement. Parce que l'armée doit connaître quelle est la puissance en face, la puissance des faits, la capacité de nuisance, les nombres, la logistique, la base arrière de l'ennemi pour opérer efficacement. Et je crois que le président de la République, avec l'avènement de l'actuel chef de l'État, il a essayé et il est dans cet état d'humaniser nos services de renseignement. Depuis un certain temps, vous remarquerez que les services de renseignement ont connu une certaine amélioration dans leur façon de procéder, dans leur façon d'agir. Et nous voulons qu'il y ait une complicité entre la population et les services de renseignement. Parce que la population doit être ses premiers services de renseignement. Parce que les forces négatives ne peuvent pas opérer sans la complicité de la population locale. Or, cette population, si elle agit, elle interagit avec les forces négatives, elle est en train de creuser sa propre tombe. Parce qu'elle est victime. Quand on viole les femmes, quand on décapite les hommes, quand on tue les jeunes, mais ces jeunes-là font partie de la population. Donc, nous, population, nous devons prendre conscience en cette période critique historique et stratégique d'accompagner nos forces armées de la République démocratique du Congo, nos forces de sécurité, pour qu'ils puissent avoir une force mentale. Parce que la guerre, elle est avant tout aussi psychologique. Nos forces armées ne doivent pas se sentir seules. La population est derrière ces forces armées. La population est derrière ces forces de sécurité. La population est derrière ces forces d'autodéfense. Donc, comme un seul peuple, nous sommes en train de booster, d'accompagner nos forces armées dans la victoire finale parce que nous devons mettre un terme à cette guerre injuste, à cette barbarie.
qui nous est imposé. Ce travail n'a pas été fait, sauf ce que Mosé a fait, Laurent Désiré Kabila, en son temps, en 1998, contre la guerre nous imposée à son régime par comment on appelle encore, RCD Goma, CNDP, je crois que ça doit être RCD Goma. Et la guerre se gagne. Il y avait une éducation civique sur les médias publics et même privés. Il y avait une mobilisation tous azimuts. C'est ainsi que l'échec imposé au RCD Goma était un échec cuisant. Mais après ça, l'école n'a pas continué son travail. Après ça, on n'a pas présenté une autre image des services de renseignement, services de sécurité. Est-ce que c'est facile de faire adhérer le peuple à cette vision des choses? Vous, les prédicateurs, enseignez le rôle dans les églises, le rôle joué par Josué et Caleb, parmi les 12 espions. Est-ce que ça se fait? Voilà la raison d'être de nos interventions dans les médias. Ça ne suffit pas. Parce que le peuple a ses canons. Nous devons, vous savez, pour vous paraphraser, lorsque Isaac est venu, il a commencé premièrement à creuser les puits de son père. Nous devons creuser les puits qui ont fait notre force. Parce qu'avec Mosé Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais a connu ce qu'on a appelé l'éveil des consciences, l'éveil patriotique. Et c'est cet éveil patriotique qui crée un lien d'affection avec nos terres, avec nos territoires, avec nos populations. Nous devons nous sentir comme un corps. Lorsque nous nous sentons comme une famille, les membres d'une famille, vous savez, avant-hier, j'étais au parquet de Kalamou, je vis un avocat qui était dans tous ces états. Pourquoi? Parce que son frère a connu un accident, il a été amputé, il parlait avec la famille du chauffeur. Il était dans tous ces états. Pourquoi? Parce que son frère venait de se faire amputer. Et chaque jour, les Congolais tombent à l'est de notre pays. Et nous ne devons pas rester insensibles à ces crimes. Nous ne devons pas rester insensibles à cette criminalité, à cette comptabilité macabre. C'est ça le travail de l'ennemi. Il veut jouer au pourrissement, c'est-à-dire que l'Ouest se sente non concerné de ce qui se passe à l'Est pour qu'au fil du temps, on puisse créer une stratégie de balkanisation, d'amputer une partie de notre territoire. Non, l'État est venu où nous, peuple congolais, nous sommes debout, nous prenons conscience des enjeux de l'ère. Voilà pourquoi il est de notre devoir comme homme d'église de sensibiliser, de communiquer, parce que des fois quand on parle de la nation, on parle de la sécurité, nous croyons que c'est une matière païenne. Non, c'est une matière éminemment spirituelle. Parce que c'est Dieu qui a réparti les territoires. Dieu a donné à chaque peuple une portion des terres. Et vous voyez, lorsque Moïse était là, il a demandé à Josué, il dit, lève-toi, va combattre Amalek. Pendant que Moïse était sur la montagne, il est en train de prier, Josué était fort sur les terrains de bataille. Il est temps maintenant que nous puissions donner un discours différent. Nous puissions monter un discours pour booster le mental, le moral de nos éléments de FARDC, afin qu'ils puissent continuer à remporter des victoires. Le temps est venu où nous devons avoir une communication toute azimut. Tous les leaders d'opinion, les forces vives, de gauche ou de droite, tout Congolais, tout celui qui se sent Congolais dans son âme, dans son cœur, dans son esprit. Le temps est venu. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de léguer un héritage aux générations futures. Il y a eu un certain moment où le peuple congolais s'est levé comme un seul homme. Vous savez, l'unité, c'est ce qui est notre force. L'unité, c'est ce qui va effrayer l'ennemi. Je le lis dans la Bible. Lorsque le peuple s'est uni pour construire la tour de Babel, cela a inquiété même le ciel. Dieu a dit, mais ce peuple, s'il parle le même langage, il atteindra ses objectifs. Si les Congolais, de gauche ou de droite, indépendamment de nos divergences internes, nous associons autour d'un idéal commun, je crois que l'ennemi n'aura pas de place et cette guerre n'atteindra même pas la fin de cette année. Voilà pourquoi
que ce soit les hommes d'église, les leaders d'opinion, les opérateurs culturels, les journalistes, nous devons avoir un discours favorable à la victoire, à la restauration de l'autorité de l'État, au retour imminent de la paix. Il est de notre devoir. Le travail, vous dites que tout le monde, nous sommes concernés, mais ce travail doit être commencé dans la famille qui est la micro-société, qui doit continuer un travail qui doit continuer à l'école, et de l'école, l'Église, les médias l'accompagnent. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a un travail qui est planifié et qui est en train de se faire, où chacun se réveille par rapport à ses émotions, par rapport à ses passions, et essaye de faire quelque chose? Est-ce que c'est coordonné? Malheureusement, il n'y a pas une coordination dans ce sens-là. On évolue en ordre dispersé. Voilà pourquoi nous devons avoir une coordination, une convergence d'efforts, des idées pour travailler, booster notre mental. Des fois, les discours que nous suivons de nos compatriotes laissent à désirer. Nous devons commencer ce travail-là en famille. Parce que la famille, c'est la première adresse par laquelle Dieu nous envoie sur la terre. Si ce travail-là est fait dans la famille, et qu'après la famille, l'école emboîte les pas, et les églises aussi, parce que l'église est un partenaire de l'État. L'église aide l'État dans la production de bons citoyens. Parce qu'une personne qui a raté l'éducation dans la famille, qui est passée à côté de l'éducation de l'école, peut être récupérée au niveau de l'église. Et lorsque la personne passe par la nouvelle naissance, l'église lui inculque des valeurs. Entre autres, le patriotisme est une valeur importante pour la construction d'un État fort. Si nous voulons avoir un État puissant, nous devons penser qu'avons-nous fait de nos familles? Parce que la famille, c'est la cellule de base. Tous nos dirigeants, tous nos militaires, tous les pasteurs nous viennent de la famille. Voilà pourquoi un travail de fond doit être fait dans la famille. Et à l'école, je ne comprends pas pourquoi on a supprimé les cours de civisme. Je ne sais pas pourquoi ce programme n'existe plus dans l'enseignement national. Même quand ce cours était dispensé, quel a été son contenu? Avant, c'était l'éducation civique et politique. On a enseigné les membres du comité central. Bureau politique du MPR et tout ça. Après, c'est venu, bon, comment on appelait ça, l'éducation politique ou bien éducation civique, mais avec un contenu pauvre. Et puis, c'est l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Contenu aussi discutable. Et puis, après, je ne sais pas ce qu'on donne maintenant, mais dans chaque société, le changement, la révolution, ça ne vient pas du peuple, mais ça vient des leaders dans chaque domaine. Ces leaders impulsent et le peuple suit. Mais est-ce que vous voyez que du sommet de la tête jusqu'en bas, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a une vision claire avec un contenu d'une éducation civique riche pour pouvoir nous transformer? Je crois avec les nouveaux leaderships, nous remarquons une volonté politique pour instaurer les changements, mais ce n'est pas encore suffisant, parce que je crois que ça doit suivre, parce que les peuples, la population, c'est comme le fluide, c'est comme l'eau. L'eau prend la forme des vases. Donc, ce travail-là doit être répercuté à tous les niveaux. Le président de la République ne doit pas être la seule personne préoccupée par les changements. Il y a les gouvernements pour ça, il y a des structures étatiques qui doivent emboîter et répercuter cela, parce que le leadership est déterminant. À l'époque de Mosée, nous avons vu comment les peuples étaient attachés à la nation, comment les jeunes gens venaient s'incorporer massivement à l'armée. Pourquoi? Parce qu'il y a
eu une impulsion qui a été donnée au sommet de l'État. Aujourd'hui, nous remarquons que le président de la République a cette volonté de changer les choses, mais c'est comme s'il n'est pas suivi. Donc voilà pourquoi nous nous élevons pour accompagner cette vision de changement profond, parce qu'on ne peut jamais bâtir une nation avec les antivaleurs. On ne peut jamais bâtir une nation avec des compromissions. Nous devons lever l'option d'être un peuple de valeurs, un peuple qui développe le civisme, un peuple attaché au patriotisme pour que notre conduite, pour que notre vision soit cohérente avec les objectifs assignés. Au-delà de ça, marcher à contre-courant, le Congo va marquer les pas et le Congo n'atteindra pas ses objectifs. Nous sommes une nation qui va influencer le développement de l'Afrique. Le relèvement de l'Afrique passera inévitablement par le décollage du Congo. Voilà pourquoi nous devons être sérieux envers nous-mêmes, nous devons être rigoureux, nous devons être disciplinés. Si vous observez, sortez dans nos routes, vous remarquerez que nous sommes un peuple inconscient. Inconscient. Ce n'est pas de l'autoflagellation. Voilà comment nous nous conduisons, comment on roule. Les chauffeurs, les motards, les hauts et est-ce que c'est de leur faute? C'est-à-dire qu'il y a une certaine léthargie, il y a une certaine... Il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure de respecter nos propres règles. Et c'est le devoir du leadership qui doit imposer la règle à suivre, la règle de conduite dans la société. Et pour ça, il faut la démocratie ou bien il faut un peu de dictature? Il faudra la dictature de la loi. Dictature de la loi. Quelle est la nuance, le distinguo entre dictature de la loi et la dictature? La dictature, c'est l'arbitraire. C'est lorsque quelqu'un s'élève par ses impulsions, par ses émotions. La tête de Fabien Lumbala ne le plaît pas. Nous avons vécu ces choses ici au Congo, au Zaïre. À l'époque, on te prend, on te met dans les coffres et quelqu'un roule avec toi derrière. Ça, c'est la dictature. La dictature, les émotions, l'arbitraire. Mais la dictature de la loi, parce que la loi est impersonnelle. Et elle est abstraite. Elle réglemente la vie sociétale. Voilà pourquoi la loi doit s'imposer. Et ceux qui sont appelés à faire vivre ces lois, à faire exécuter ces lois, eux-mêmes doivent avoir la conscience. Ils doivent, parce que dans la plupart des cas, les Congolais connaissent les droits, à la maîtrise des droits, mais n'a pas la culture des droits. C'est ce qui nous manque, cette culture des droits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une structure qui s'occupe du changement des mentalités. Mais je me pose la question, est-ce que nous-mêmes, nous avons la culture, la mentalité des changements? Parce que les changements de mentalité, c'est autre chose. Mais les changements de mentalité, c'est autre chose. Mais la mentalité du changement, nous devons être ouverts au changement, parce que l'unique chose qui demeure permanente, c'est les changements. Nous devons accepter de changer. Alors faire les services de renseignement dans son pays, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. C'est servir la nation. Et tout chrétien, tout croyant, tout Congolais doit être patriote. Il doit servir sa nation. Parce que c'est un héritage commun. Il en dépend de notre avenir. On ne sera jamais mieux qu'ici. Moi, j'ai vécu l'expérience. J'étais à l'étranger, j'étais en République centrafricaine. Quand le régime Mobutu tombait, j'étais à Guadeloupe. Et puis, je me suis réfugié en Centrafrique, Congo. Et puis, je suis allé à 20 km de la frontière tchadienne. J'étais réfugié. Je connais la précarité de vivre à l'étranger, surtout dans ces conditions-là. La guerre n'est pas une bonne chose. Les gens blaguent avec la guerre. Vous savez, nous avons un beau pays. Nous sommes dans un paradis. Mais nous devons prendre conscience du bonheur que Dieu nous a fait. Dieu a été injuste par rapport à d'autres nations. Dieu nous a gâtés. Dieu nous a fait beaucoup de bien, mais il se pose un problème de conscience. L'homme congolais, les Congolais n'est pas conscient de la richesse, des merveilles que Dieu lui a fait. Nous sommes le pays le plus riche de la planète. Nous sommes la réponse de Dieu pour tous les problèmes qui se posent à l'humanité. Si aujourd'hui l'humanité a un problème environnemental, la forêt du Congo se pose en réponse. Aujourd'hui, nous avons combien de cours d'eau? Un pays traversé par des cours d'eau. L'eau est une richesse. Notre population jeune, dynamique. Notre position géographique, c'est un atout de puissance, un atout de force. Donc nous avons tout ce qu'il nous faut pour être un État puissant,
au cœur du continent africain, mais nous devons prendre conscience. Et l'État est venu, durant cette période, à accompagner nos forces armées. Mais tout ça devait être inculqué aux jeunes, aux enfants. D'abord, couler dans un cours. Et dès la maternelle, on commence à inculquer ça dans les têtes des enfants. Jusqu'à l'université. Un cours à grande pondération et avec des pratiques, avec des travaux pratiques. Vous savez, des stages. Vous savez, seuls les penseurs changent la figure de la société. Oui, les philosophes l'ont fait en France, et partout ailleurs, des grands penseurs. Mais ici, là, on constate que les dirigeants attendent que l'impulsion vienne de la base. Hein. On a inversé la pyramide. On a inversé la pyramide. Pourtant, ce sont les grands esprits qui dirigent les grandes nations. Malheureusement, nous avons du chemin à faire parce que aujourd'hui, on a banalisé les savoirs. On a banalisé l'intelligence. Écoutez comment les jeunes gens parlent. Ce que comment enamai. Comment tellement ça. Ça, c'est une insulte à l'intelligence. Et lorsque l'intelligence est insultée à la place publique, voire même au milieu de certains décideurs, c'est ce qui est grave. Nous devons faire l'apologie, le culte du savoir, de l'excellence. Parce que si une société bannit l'intelligence, bannit l'excellence, bannit le savoir, mais cette société est appelée à disparaître. Nous devons faire les cultes de l'intelligence, du savoir. Mais aujourd'hui, ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait des bonnes études, des fois ils ne se retrouvent pas et ils deviennent la risée de la société. Parce qu'on les a dit, quand ils étaient enfants, pour réussir, le diplôme c'est les clés, c'est la clé de l'avenir, c'est la clé de la vie. Or, un mensonge, on leur a dit, on étudie, non pas pour l'école, mais pour la vie. La vie. Alors, c'est dès qu'on termine, on doit tout faire pour gagner la vie. Pour gagner la vie. Donc, pourtant, on doit étudier pour la société. Pour la société. Pour se rendre utile. Parce que l'homme ne reçoit que par rapport au service rendu. C'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Si tu te rends utile, tu seras important. Aujourd'hui, M. Fabien Lumbala est connu en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu utile. Et maintenant, vous êtes devenu important. Vous avez rendu service à la société. Par votre talent, par vos compétences, Nous sommes très nombreux. Oui, non, c'est une illustration. Par vous, je vise tout ce qui excelle. Tout ce qui excelle. Donc, nous devons faire le culte du savoir. Nous devons encourager une sanction positive du savoir. Alors que malheureusement, nous sommes une société qui est en train de faire la négation du savoir, de l'excellence. Une société des antivaleurs. Donc, quelqu'un qui détourne, mais les personnes que nous ciblimons dans la société, ils ont quelle moralité? Ils ont quelle éthique? Ils ont quel parcours? Non, nous ne devons pas être une société qui fait l'apologie de la médiocrité. Aujourd'hui, avec l'établissement de l'état des droits, avec le travail qu'accomplit l'IGF, mais beaucoup de gens tirent les rouges sur ces institutions, alors que nous devons accompagner ces institutions pour la moralisation de notre société. L'approche aussi de ces institutions doit être une approche qui n'énerve pas les règles de jeu ou la loi. Absolument. C'est très important. Bien évidemment. Il est certes vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des erreurs, des bavures, mais l'essentiel est de voir la finalité. Ça aboutit à quoi? Aujourd'hui, pour détourner, les gens réfléchissent à 2 fois, à 3 fois. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, l'IGF peut frapper à la porte. Le soutien au FRDC, c'est un acquis, parce que les Congolais commencent à comprendre que la nation est plus importante que le ventre. Mais des voix s'élèvent pour dire, c'est l'heure maintenant, non seulement de muter ou changer les commandants au niveau des postes de responsabilité, comme ils sont dans les territoires, dans les mairies, et même dans certains dans le gouvernorat de 2 provinces, mais également leur est venue, selon ces
ces voix qui s'élèvent, de nettoyer, c'est-à-dire prendre ceux qui trahissent la nation au sein de l'armée, les mettre hors d'état de nuire et de faire devant justice et même les radier de l'armée. Quel est votre point de vue? Mais moi, je suis Congolais. Moi, je suis Congolais. Et mon âme est attachée à ma patrie, à ma nation. Quelqu'un qui trahit pour ses intérêts personnels, qui trahit la vie de la communauté, qui trahit l'avenir de nos enfants, que la justice soit faite, il doit être mis hors état de nuire. Je crois que le président de la République est dans cet état-là de moralisation des institutions de la République. Et vous savez, dans l'armée, on doit trouver les meilleurs. Parce que partout dans le monde, la médecine de l'armée, c'est le sommet. Parmi des grands juristes et des pénalistes, ce sont des juristes militaires. Les génies militaires, dans l'armée, on trouve toujours les meilleurs. Lorsque tout va mal, lorsque la nation est en danger, c'est alors qu'intervient l'armée pour sauver la nation. Et au sein de l'armée, on ne doit pas trouver des gens qui ont une moralité douteuse, des gens qui sont en intelligence avec l'ennemi. L'ère est venue, l'état est venu où le chef de l'État doit donner l'impulsion au travers la justice militaire, mettre hors état de nuire tout responsable militaire qui se livrerait à la trahison, qui se livrerait à la vente des armes, à la vente des tennis ou au détournement des aliments des militaires. Non, les juridictions militaires sont là, ils doivent répondre de leurs actes. Et moi, je suggérerais même au chef de l'État de changer même les chefs de section, les chefs des unités pour donner l'impulsion, parce que nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. L'état de siège doit nous apporter des résultats. Et les résultats, c'est le retour de la paix. Nous n'avons pas d'autre alternative. Blanchard Bolola, je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé avec nous ce sujet. C'est un plus dans ce processus de prise de conscience. Et surtout en cette période où nous devons apporter un soutien total aux forces armées de la République. Je rappelle que vous êtes un prédicateur de la bonne nouvelle du royaume des cieux et vous êtes motivateur par vos enseignements. Je vous remercie d'être venu. C'est à moi c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Depuis 8 heures de Kinshasa, grâce à Jocelyn Toumba, à la réalisation, grâce à Glody Matoula et toute son équipe derrière les caméras, grâce à Apollinaire Manda chaque lundi, grâce à la production et à la rédaction et oui à l'administration, parce que nous ne sommes que des maillons d'une longue chaîne. À très bientôt, très bonne journée.